Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, grand numéro pour le retour de la chaîne qui avant s'appelait On veut du catch, maintenant c'est Wrestling Clinic. Donc la review de cette année 2018, une année incroyable, une année vraiment où on a vu tout et son contraire. On a vu la haine pour Roman Reigns se transformer comme par miracle en un petit moment en un amour éternel et ça c'est évidemment normal. On a aussi vu la progression de tous les projets et de l'expansion mondiale de la WWE avec le projet NXT UK qui, je pense, à terme se transformera en NXT Europe. On a aussi vu, comme toujours, la grande différence entre le roster NXT et le roster Raw et SmackDown Live. Et au niveau de l'expansion mondiale, on a aussi eu ce contrat de 10 ans signé avec le royaume de l'Arabie Saoudite qui nous a confrontés directement avec l'argent du pétrole et un élément, comment dirais-je, hypocrite, vous allez voir, au niveau de la division féminine. En effet, c'était l'année la plus importante pour l'évolution du catch féminin et on va voir que pour les femmes en Arabie Saoudite, c'est vraiment du n'importe quoi, du what the fuck le plus complet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo 100% catch. Et puis maintenant, on va plus attendre, on va se lancer directement dans cette review 2018 avec le mois de janvier. Le mois de janvier aura incontestablement marqué l'histoire du catch avec le premier Royal Rumble féminin remporté par Asuka. Et comme si ça ne suffisait pas, ce même pay-per-view aura marqué l'arrivée de Ronda Rousey, ancienne championne UFC. Une arrivée qui, à ce moment-là, soulevait plus de questions que ne donnait de réponses. Si janvier a été un mois d'arrivée, ce fut aussi un mois de départ avec le renvoi de Enzo Amore, depuis lequel son comportement n'a eu de cesse de prouver que la WWE avait fait le bon choix en se séparant de ce bizarre personnage, on va dire. Le mec pète un petit peu les plombs à tel point que même si son procès pour agression sexuelle n'a rien donné, il a été acquitté, le mec est quand même venu au Survivor Series pour foutre un peu le bordel, pensant attirer l'attention. Qu'il se rassure, c'est chose faite, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'il aurait mieux fait de rester discret sur ce coup-là. Que dire d'autre pour ce mois de janvier 2018 ? Ah oui, il y a vraiment eu deux opposés. D'un côté, l'incroyable match entre Cien Almas et Johnny Gargano à NXT TakeOver Philadelphie, plus d'une demi-heure d'une rare intensité et d'une foule complètement en délire. Si c'est pas encore fait d'ailleurs, allez voir ce match de toute urgence. Et l'opposé, c'était cette espèce de bouillie un peu dégueulasse qu'on nous a servi pour, enfin en tout cas c'est mon avis, pour le 25e anniversaire de Raw. Et Dieu sait que ça m'emmerde de dire ça. Ça fait plus de 25 ans que je regarde du catch, et je me faisais une joie de replonger dans la nostalgie véhiculée par le Manhattan Center, la salle dans laquelle ont eu lieu les premiers épisodes de Raw à partir de 11 janvier 1993. Pourtant, entre le Barclays Center et le Manhattan Center, parce que lors de cet épisode, Raw avait lieu à deux endroits en même temps, entre guillemets, on a eu l'impression de ne rien avoir à se mettre sous la dent, si ce n'est des pops énormes, mais rapidement estompés, comme celle de Stone Cold, que j'aime par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu aussi le retour, enfin, si on peut appeler ça un retour de DX, D-Generation X. Il y a un moment où franchement ça a presque fait de la peine de voir ça, parce que Triple H et HBK sont des dieux vivants, certes, surtout HBK. Ils n'ont pas besoin de faire semblant de jouer aux adolescents, alors bien sûr ça part d'un bon sentiment, c'était surtout pour faire plaisir aux vieux fans qui comme moi ont grandi dans les années 90 et ont connu la naissance de la DX en 1997, mais là ça m'a fait plus de peine qu'autre chose. En février, le truc qu'il faut retenir, c'est la performance de Seth Rollins lors du Raw du 19 février. 1h05 passé sur le ring dans le cadre du Gauntlet match qui entama le show. Bordel, 1h05. On parlait il y a un instant de 25 ans d'histoire de Raw, et bien les 65 minutes que Rollins a passé dans le ring sont désormais un record. Personne n'a catché aussi longtemps lors d'un Raw que lui. Personnellement, même si Rollins était déjà bien lancé pour laisser sa marque éternelle dans l'histoire de la WWE, je pense que ce match aura cimenté définitivement l'importance qu'il aura à jamais dans l'esprit et le cœur de l'univers de la WWE. Sinon, février, c'est aussi ce même univers de la WWE qui commence vraiment à ne plus supporter Roman Reigns lorsqu'il remporte l'Elimination Chamber, car tout le monde était persuadé que ce serait Strowman qui irait à WrestleMania face à Lesnar. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. En mars, il y a eu tout un bordel autour de la bataille royale féminine de WrestleMania. En gros, c'est l'équivalent sexy de la bataille royale André le Géant, dont la première édition
avait aussi eu lieu à la Nouvelle-Orléans lors de WrestleMania 30. D'ailleurs, je m'en souviens comme si c'était il y a presque 5 ans. Ah ouais non, en fait, je suis con. C'était il y a presque 5 ans, bref. Ouais, j'y étais, et la pop de la foule pour Cesaro qui soulève le Big Show, c'était un WrestleMania moment inoubliable. Donc oui, je disais, initialement, la bataille royale s'appelait la Fabulous Moolah Memorial Battle Royale. Donc un petit peu pour faire comme avec André le Géant, pour avoir un nom, une sorte de franchise à cette bataille royale. Puis, à cause du passé apparemment pas toujours recommandable de Fabulous Moolah, Sneakers, le sponsor de la WWE, a exprimé publiquement son mécontentement. Vu l'enjeu financier du sponsoring de Sneakers, la WWE a changé son fusil d'épaule et a nommé la chose tout simplement WrestleMania Women's Battle Royale. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que l'embrouille avec Sneakers ait eu lieu au mois de mars. Mars, c'est aussi Fastlane et Randy Orton qui devient le 18e champion Grand Chelem de la WWE. Bon, et sinon, bien sûr, la grande nouvelle du mois de mars, c'est Daniel Bryan qui est enfin autorisé par les médecins à revenir sur le ring. Je vous mens pas, j'avais pas spécialement prévu d'aller voir WrestleMania cette année, enfin en tout cas en 2018, mais après l'annonce, je me suis dit qu'il fallait absolument que je voie ça. Surtout que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'étais à WrestleMania 30 en 2014, show lors duquel Bryan a remporté le championnat de la WWE dans une ambiance plus que formidable. Bon, avril, c'est un petit peu comme le niveau de bêtise et d'insupportabilité de touche pas à mon poste, c'est-à-dire que c'est très chargé. Avril, c'est donc, et il n'y a rien qui dépasse ça, WrestleMania. WrestleMania, cette année, il y a eu le retour de Daniel Bryan, il y a eu la fin de l'invincibilité d'Asuka, et il y a eu, avant toute chose, les débuts de Ronda Rousey. Dans une ambiance, franchement, on était sur place avec mon ami Ali de la chaîne Catch Club, on était sur place, c'était la folie la plus pure pour le match de Ronda Rousey. Franchement, j'ai failli m'évanouir, Ali à côté il se marrait, il se foutait de ma gueule. Et il y a une chose qui nous a marqué, c'est qu'il y avait un mec qui est venu voir le show uniquement pour le match de Ronda Rousey. Il n'était pas là jusqu'à son match, il est venu, il s'est posé, il a mangé son popcorn, il a regardé le match, et après, il est venu connu je t'embrouille, il est reparti. Donc ça montre vraiment le poids de Ronda Rousey au niveau de la WWE, à l'échelle, on va dire, grand public. Et comment parler du WrestleMania Weekend sans parler du match de l'échelle de NXT? Franchement, il n'y a pas de mots pour le décrire, si ce n'est qu'en live, c'était de la folie pure. Sinon, outre l'événement que tout le monde attend avec autant d'impatience chaque année, nous avons eu les débuts de la WWE, donc en Arabie Saoudite à l'occasion du Greatest Royal Rumble. Un Rumble avec 50 catcheurs devant 50 000 personnes, 60 000, je sais plus, bref. Un très grand stade. Tout comme Rollins 2 mois auparavant, nous avons encore eu un record de durée dans ce combat. Daniel Bryan, qui aura fini la poitrine version steak tartare, aura duré pas moins d'1h16 dans ce Rumble, battant le record jusqu'alors détenu par Rey Mysterio lors du Rumble 2006 avec 1h02. Bon, avouons quand même qu'un Rumble à 30 comme en 2006, c'est pas pareil qu'un Rumble à 50, mais les livres d'histoire et nous-mêmes retiendrons dorénavant la performance de Daniel Bryan. Sinon, pour être tout à fait honnête avec vous, je boycotte ces shows en Arabie Saoudite. D'une part parce que ça m'intéresse pas de voir que les 10 premières rangées sont simplement bourrées de milliardaires qui s'en contrefoutent et qui sont autant intéressés par le catch que si ça avait été des producteurs de porno hollandais des années 80. Et au-delà de ça, lorsque l'on a une année 2018 comme l'année la plus significative de l'histoire en termes d'avancée de ce que les catcheuses de la WWE sont capables de réaliser, quand on fait tellement de pubs et d'efforts pour que les catcheuses soient des superstars à part entière, je trouve que ça le fait vraiment moyen quand on va fanfaronner dans le pays au comportement le plus immonde envers les femmes. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de conduire seules, ou même accompagnées, je sais plus, bref, peu importe. Les femmes ont le droit de conduire que depuis 2017, et en 2018, il y a une femme qui a été condamnée à 25 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé un GPS à voix masculine, et dans leur loi ou dans leur folie, en fait, c'est interdit pour une femme de parler à un homme inconnu. Et donc elle a roulé en voiture avec son GPS, et à cause de ça elle a été condamnée à 25 coups de fouet. Donc je pense que la WWE serait bien inspirée de
revoir ou en tout cas de reconsidérer les engagements qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, même si c'est combien, c'est 45 millions de dollars par année sur 10 ans. Donc un demi-milliard, c'est pas rien. Parce que bon, on est quand même dans un pays où le niveau de dégueulasserie dépasse largement toutes les aspects analphabètes des anges de la réalité. Mais on va voir ça un petit peu plus tard, pas la dégueulasserie, mais on va voir au niveau de l'entente avec le Royaume d'Arabie Saoudite, comment ça a déjà chauffé avant même la première année, avant Crown Jewel, le show du mois de novembre. Vous connaissez le dicton, en mai ne te découvre pas d'un fil. C'est ça? Non, je sais même pas, merde. Bon, on s'en fout. En mai, j'ai pas retenu grand chose, si ce n'est, une fois de plus, une histoire de gros sous. En effet, à partir d'octobre 2019, la WWE va passer la diffusion de SmackDown Live sur la chaîne Fox. Eh bien, cette entente, elle a été signée pour 5 ans, et l'entente c'est 205 millions de dollars par an, ce qui fait sur 5 ans plus de 1 milliard de dollars. Donc ça, on est vraiment dans des chiffres absolument stratosphériques. Mais en dehors de ça, j'ai rien retenu vraiment qui m'ait marqué au mois de mai 2018. Pour l'ancien que je suis, et peut-être certains d'entre vous le sont aussi, la nouvelle du mois de juin, c'est le décès de Big Van Vader à seulement 63 ans. Vader, c'était un mastodonte extrêmement agile, ayant brillé au Japon, à la WCW et à la WWE dans les années 90, et il s'en est allé au moment où son destin lui indiquait que c'était l'heure de Vader, mais l'heure de la fin cette fois-ci. Côté news, un peu plus réjouissante, toujours transpirante mais bien plus sexy et pactée, Alexa Bliss remporte le Money in the Bank lors du pay-per-view du même nom, et non seulement ça, mais elle a cash encaissé sa mallette pour gagner la ceinture pendant le match de Ronda Rousey contre Nia Jax. Et perso, ça fait longtemps que j'attendais un cash-in immédiatement lors du même pay-per-view. Et pour finir, je dirais qu'il y a aussi eu la performance de Velvet in Dream et Ricochet à NXT TakeOver Chicago 2. Une fois de plus, un match de ouf, mais ce qui pour moi a encore ajouté à l'aura de Velvet in Dream, c'est d'avoir repris la gimmick d'Hulk Hogan, juste pour ce soir-là, et de l'avoir joué avec franchement une très grande maîtrise. Je me souviens d'avoir été dégoûté en 2015 quand Patrick, c'est son prénom, avait été viré injustement de Tough Enough, car il était de loin le plus talentueux et le plus cultivé en termes d'histoire de catch. Bon, voilà, et il aura suffi d'attendre un tout petit peu, 3 ans, pour le voir briller, sans compter qu'il n'a lui-même actuellement que 23 ans. Donc on a assurément un des futurs très grands sous les yeux. Et en parlant de Tough Enough, je me souviens qu'en 2015, lors de la dernière diffusion de cette émission, je sais plus si c'était lors de l'épisode 6 ou 7, Mandy Rose avait été éliminée par tous les juges, mais elle avait été sauvée parce chaque juge avait le droit de sauver une fois un candidat. Eh bien, dans cet épisode 6 ou 7e, vous regarderez vous-même, vous me confirmerez ça dans les commentaires, le Miz l'a sauvée. Et à l'époque, je me souviens, mais qu'est-ce que je l'ai détesté, parce elle comprenait rien, etc. Mais aujourd'hui, je suis le premier à reconnaître la grande qualité de son travail dans le ring. Donc l'habit ne fait pas le moine et le mini-short ne fait pas la catcheuse. Il faut reconnaître à Mandy Rose que depuis 2015, elle a fait un travail absolument phénoménal pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Au mois de juillet, au moment où peut-être certains d'entre vous recevaient leurs résultats du bac, que j'espère étaient bons, on n'a eu pas grand chose non plus, c'était un petit peu comme le mois de mai, j'avais l'impression que c'était un mois un petit peu entre parenthèses, si ce n'est le retour officiel de Hulk Hogan après 3 ans je crois d'absence suite à des propos racistes qu'il avait tenus. Donc il est revenu un petit peu dans les bonnes grâces de la WWE et effectivement c'était une chose entre guillemets obligatoire à faire, car on va voir dans quelques mois que sa présence était requise sur un show, vous l'avez compris, en Arabie Saoudite. Sans conteste, le moment du mois d'août, ça a été le heel turn de Becky Lynch. Au-delà de ça, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense qu'on est tous des grands fans de cette talentueuse catcheuse. Et sinon, toujours en lien avec les divisions féminines, Natalya a dû subir une perte lourde, elle aussi avec le décès de son papa Jim Neidhart, qui avait brillé dans les années 80 et au début des années 90. Un catcheur qui n'aura pas toujours fait l'unanimité, mais dont l'image de la barbichette restera éternelle. À moins que j'ai oublié quelque chose d'hyper important, en tout cas à la WWE, septembre ne m'a
laissé aucun souvenir, à part peut-être le main event de Hell in a Cell. On a eu Hell in a Cell entre Roman Reigns et Strowman, pendant lequel j'ai pas trop compris ce qu'il cherchait à faire, parce que normalement, Strowman contre Reigns, ça devrait suffire. Pourtant, on a dû se coltiner Mick Foley, que pourtant j'ai adoré de tout mon cœur entre 1996 et 2000, puis on a eu 300 000 interventions qui n'avaient ni queue ni tête, compte tenu des 2 catcheurs qu'on avait dans le ring et dans la cage. Et bien sûr, vu l'issue du combat, vous imaginez le tollé habituel, et on lui chie dessus sans comprendre ce qu'il apporte vraiment à la WWE. Une année historique pour les femmes, c'est certain et incontestable. Renee Young, femme de Dean Ambrose, est nommée commentatrice à Raw. On a eu aussi le droit à un fantastique Charlotte Flair contre Becky Lynch lors du pay-per-view WWE Evolution, un pay-per-view 100% féminin, encore une première. Et lors de ce combat, les 2 femmes se sont battues pendant près de 30 minutes dans un Last Woman Standing match, une stipulation que je pensais un peu trop risquée, mais en fait pas du tout, c'était vraiment du grand art. Il y a aussi eu Super Showdown, un pay-per-view spécial diffusé depuis l'Australie. Peut-être que j'ai des trous de mémoire, mais je me souviens de rien à part le botch pour le finish de Miz Daniel Bryan et la sieste forcée pendant Triple H Undertaker. Et puis il y a eu ce dont je parlais en début d'émission. Alors qu'un mois auparavant, Roman Reigns semblait sortir par les trous de nez de tout le monde, ou presque, du moins la communauté la plus expressive du web catchesque, le 22 octobre, tout a changé subitement lorsque Roman Reigns annonce qu'il est atteint d'une leucémie. Champion depuis SummerSlam après sa victoire face à Lesnar, Reigns est contraint d'abandonner son titre universel, et en fait c'est là qu'on se rend compte un petit peu de toute l'hypocrisie, ou de la bonté en fait, c'est selon, des fans de catch, car après l'avoir détesté férocement depuis des années, tout le monde se prend une claque par la réalité de la vie, une vie qui parfois ne tient qu'à un fil, et c'est toujours dommage de voir que l'homme fonctionne d'une telle manière qu'il n'est capable de prendre du recul que lorsqu'il est confronté à des situations un petit peu extrêmes. Bref, tout ça pour dire qu'on aime tous Roman Reigns et qu'on souhaite le revoir aussitôt que possible dans les rings de la WWE lors d'un retour qui sera à n'en pas douter triomphant. Bon, j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans l'émission de ce que je pense de la WWE en Arabie Saoudite, et il aura fallu seulement 6 mois pour que ça risque de péter, juste avant le pay-per-view Crown Jewel, le joyau de la couronne. Au programme, le retour de la DX, grâce aux millions des dollars saoudiens qui auront eu raison de HBK, qui depuis 2010 avait toujours juré de ne pas revenir sur le ring de peur de ternir son image. Effectivement, je confirme que prendre sa retraite après sa défaite face à l'Undertaker lors de WrestleMania 26 à Phoenix, c'était partir presque au sommet de sa gloire, et ce fut, je vous le dis, un privilège de voir ce match en live. Bon, on va pas forcément trop rentrer dans les détails de pourquoi et comment ça a chauffé au niveau de l'Arabie Saoudite, mais en gros, un journaliste saoudien a été tué de manière assez horrible au consulat d'Istanbul. Avant de continuer, petit test géographique pour vous tous, où se trouve Istanbul sur la carte? Vous avez 9 secondes. Oui, fallait un peu soulager l'atmosphère, donc journaliste tué, et il s'avérait que les ordres de cette horrible exécution venaient du sommet du royaume d'Arabie Saoudite. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets dans la description un petit lien avec cette sombre affaire. C'est pas parce qu'on est sur la chaîne à parler de catch entre vous et moi, entre passionnés, qu'il faut pas apprendre de temps en temps. Et donc oui, pour les plus curieux, je vais vous mettre dans la description un petit lien, oui, qui va, résumer cette sordide, horrible, peu importe l'adjectif, cette affaire. Bon allez, on arrête pour là, on va replonger dans le catch. Forcément, on l'a vu déjà un petit peu plus tôt avec Sneakers, c'est le genre de publicité dont se passerait bien la WWE. La seule action menée par la WWE par rapport à tout ça, ce fut de ne simplement plus mentionner le nom du pays, du royaume de l'Arabie Saoudite, et ils se sont simplement limités à donner le nom du show, ils l'ont martelé sans cesse, et ils ont aussi parlé simplement de la ville, Riyad, mais pas du pays. Du coup, ça remue un petit peu dans les brancards, et malgré de nombreuses rumeurs, il n'y a eu que Daniel Bryan et John Cena qui ont refusé d'aller catcher là-bas. Donc bravo à ces deux catcheurs pour leur valeur. Et en termes de valeur, que dire de ce Crown Jewel entre Lesnar qui dégomme Strowman en 2 minutes, la débâcle de DX contre Kane Undertaker, oui je sais, Triple H était blessé mais débâcle quand même, ou Shane McMahon qui remporte la WWE World Cup. Je sais pas par quoi commencer. D'ailleurs, je vais pas commencer du tout car mes yeux avaient mis assez longtemps avant d'arrêter de saigner, donc j'aimerais pas que ça revienne. En novembre, il y a aussi eu la folie du War Games, cette double cage
inspiré des grandes heures de la WCW des années 80 et 90, lors du NXT TakeOver précédant les Survivor Series. Survivor Series, auquel Becky Lynch, malheureusement, n'a pas pu participer, comme vous le savez, suite à une grosse blessure et un traumatisme crânien subi lors d'un angle absolument génial pendant le Raw du 12 novembre. Malgré la gravité de la chose, c'est le destin qui est venu toquer à sa porte, je pense, parce qu'en effet, ce malheureux incident aura eu le mérite de montrer, ou plutôt remontrer, à l'univers de la WWE à quel point Becky Lynch est bel et bien The Man. Et c'est aussi lors de ce show qu'Enzo Amore est venu faire le mariole au deuxième rang, pensant attirer l'attention. On en avait déjà parlé brièvement en début d'émission. Une chose est certaine, ça a marché. Mais bien qu'il ne faille jamais dire jamais à la WWE, je pense que ces prochains jours, dans le cœur de la WWE, sont plutôt grillés et compromis. Et pour finir avec les Series 2018, on a pu voir l'immense talent éternel et infini de Daniel Bryan lors de son match face à Brock Lesnar, qui fut pour moi le meilleur match de Lesnar depuis très longtemps. Pour le dernier mois de l'année, on continue avec Daniel Bryan et son heel turn cette fois, une véritable perle au micro. Comme tous les grands, il sait se réinventer dès qu'il le faut et il arrive à être over en toutes circonstances. Franchement, c'est un des plus grands à la WWE depuis 10 ans. Il y a aussi eu le décès de Dynamite Kid, que vous ne connaissez peut-être pas ou très peu. C'est peut-être tout simplement le meilleur poids moyen de tous les temps. Il a su démocratiser le style du high fly à une époque où tous les catcheurs faisaient au moins 30 kg de plus. Et pour que vous compreniez un tout petit peu mieux dans la description, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre un petit lien avec un clip à regarder, en gardant bien à l'esprit qu'on est il y a plus de 30 ans, des fois 35 ans, vous allez complètement halluciner. Et en parlant d'halluciner, niveau match, clairement, le TLC entre Asuka, Becky Lynch et Charlotte a su me faire palpiter comme pas possible. Je pense que tout le monde l'a vu et c'est pour moi la meilleure façon de clôturer une année 2018 qui restera l'année la plus impactante pour l'histoire du catch féminin. Voilà, j'espère que cette review complète de l'année 2018 WWE, je précise bien, parce que je vais pas parler de l'Elite, je vais pas parler de la New Japan, ni de la Ring of Honor, ni de toutes les autres fédérations. Je voulais pour le retour de Wrestling Clinic partager avec vous ce que j'ai pensé de cette année 2018 et j'espère de tout cœur que vous allez commenter dans les commentaires, bien sûr, intelligent le mec, j'espère que vous allez commenter tout ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé pendant cette année 2018 et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder du catch 24 h sur 24.